Il y a de bonnes raisons de croire que nous sommes face à un effondrement potentiel de la confiance dans les monnaies et notamment le dollar américain. Et le risque s'étend à l'ensemble du système monétaire international. Et vous devez prêter attention, le système monétaire international est basé sur le dollar. Et si le dollar disparaît, le système entier disparaît. Et quand le système disparaît, la richesse de beaucoup de gens va également disparaître. Il ne s'agit pas d'une déclaration provocatrice. Le système monétaire international s'est en fait effondré 3 fois au cours des 100 dernières années. En 1914, en 1939 et 1971. Ce serait donc le 4e effondrement en 100 ans, ce qui n'est pas si rare. Et quand le système monétaire s'effondre, ce n'est pas comme si c'était la fin du monde. Nous n'allons pas tous vivre dans des grottes et manger des boîtes de conserve et tout ça. Non, ce qui se passe, c'est que les grandes puissances commerciales et financières vont se réunir. Elles s'assoient et modifient les accords financiers. Elles modifient toutes les règles du jeu de la finance internationale. Et puisque nous pouvons voir l'effondrement arriver, nous devons tous nous poser cette question extrêmement importante. Dans la perspective d'un effondrement, si tous les accords sur le système financier mondial ont été modifiés par les puissances, à quoi ressemblerait le système monétaire international de demain? Tous ceux qui anticipent ce scénario vont probablement se faire une tonne d'argent. Moi, je vous propose 4 scénarios. On aura premièrement le concours de plusieurs monnaies qui vont chacune assurer une partie des échanges internationaux. Deuxièmement, on aura une situation terrible pour beaucoup de gens. Situation dans laquelle la Banque mondiale va se mettre à imprimer une monnaie qui sera utilisée partout dans le monde. Troisièmement, on reviendra à un actif sûr, qu'est l'or, grâce à l'étalon or. Et quatrièmement, on aura l'incertitude de l'effondrement économique qui sera suivi par quelque chose de pire. En 2000, 70% des transactions internationales étaient faites en dollars américains. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 60% et il a tendance à baisser. Alors imaginez un monde où le dollar US descend en dessous des 50%. Peut-être 45 ou 40%. L'euro, le dollar australien et le dollar canadien ont été récemment admis par le FMI comme monnaie de réserve officielle, car ils jouent un rôle plus important. Et nous nous retrouvons dans une situation où nous allons avoir tout un tas de monnaies de réserve. C'est une solution d'ouverture, où toutes les monnaies sont amenées à concourir dans les échanges internationaux. Mais cette solution ne marchera pas. C'est instable parce que les monnaies comme l'euro ou le dollar n'ont pas d'ancrage. Il n'y a pas un actif réel comme l'or qui garantit leur valeur. Et c'est une situation dans laquelle, au lieu qu'une banque centrale se comporte mal, vous en aurez 5, 6 ou 7 qui vont mal se comporter. Cela exacerberait la guerre des devises au lieu de l'atténuer. Voici ce que préfèrent les élites. Et quand on dit élite, cela ressemble à une sombre et profonde théorie du complot. Mais vous savez, ce sont les ministres des Finances, les secrétaires du Trésor, les universitaires, les banquiers centraux et autres décideurs politiques. Ces élites veulent les DTS, qui sont les droits de tirage spéciaux. Ils sont compris par très peu de gens, mais ils sont incroyablement simples. Pour le comprendre, il faut savoir que la Banque centrale a une presse à imprimer. Elle peut imprimer des billets de banque. La Banque centrale européenne a une presse à imprimer. Elle peut imprimer des euros. Pareil pour la Fed aux US, qui peut imprimer des dollars. Et le FMI, le Fonds monétaire international, a aussi une presse à imprimer. Ils peuvent imprimer ces fameux DTS. C'est une monnaie mondiale. Et ils peuvent imprimer autant qu'ils veulent pour le distribuer à qui ils veulent. Ils peuvent gonfler, regonfler et reliquéfier l'économie mondiale. Le FMI a en fait un plan sur 10 ans pour faire de ces DTS la monnaie de réserve mondiale. Ce n'est pas un secret. Vous pouvez le trouver sur leur site web. Le Trésor américain a obtenu l'autorisation de fournir 100 milliards de dollars au FMI. Cette loi a été adoptée en 2009. Alors qu'a fait le FMI avec cet argent? Eh bien, si vous regardez le total des prêts du FMI, les lignes de crédit, etc., 91% de tous les prêts et avances du FMI sont allés renflouer l'Europe ou le Mexique. Seulement 9% sont allés au reste du monde. Alors que cet argent concernait principalement les économies de marché en développement et émergentes. Vous ne voyez pas l'Indonésie, l'Inde, le Brésil, la Thaïlande, la Malaisie recevoir plus de 9% de l'argent du FMI. Cet argent a essentiellement servi à renflouer l'Europe. Le troisième scénario concerne l'étalon or. Tous les étalons or sont une relation entre le papier-monnaie et l'or. Mais vous devez vous poser quelques questions lorsque vous mettez en place un étalon or. La première est de savoir quelle est votre définition de l'argent. Car nous avons différentes catégories de l'argent, entre le M0, M1, M2. Ce sont des définitions techniques, elles sont toutes différentes. Donc vous devez choisir l'une d'entre elles pour être votre monnaie. La deuxième question est de savoir quel est le taux de réserve approprié
Et combien de grammes par étalon or faut-il pour garantir tout le papier-monnaie? L'Angleterre a pratiqué un étalon or très efficace au 19e siècle. 20% de l'argent aux États-Unis, pendant la majeure partie du 20e siècle, ont été soutenus par l'étalon or à hauteur de 40%. L'histoire montre donc que vous pouvez avoir 20 ou 40% de garantie, et que cela fonctionne très bien. Quelles sont les nations incluses? Les États-Unis pourraient le faire seuls, mais ce serait une erreur, car si nous avions un étalon or, un dollar garanti par l'or, et que les USA se mettaient à le faire tout seuls, toutes les autres monnaies seraient exclues. Et de fait, toutes les autres devises dans le monde seraient essentiellement sans valeur. Personne ne voudrait autre chose que le dollar, ce qui serait extrêmement déflationniste, parce que les autres monnaies ne seraient pas désirables et cela répéterait la gaffe faite par Winston Churchill en 1925. Quel pays a plus de quantité d'or dans son bilan? Si vous prenez les 17 membres du système monétaire européen, ceux qui utilisent l'euro, ils ont 10 000 tonnes d'or. Les États-Unis ont 8 000 tonnes. Le Fonds monétaire international a environ 3 000 tonnes. Vous avez ensuite la Chine, la Suisse, et ça s'arrête là. La bonne nouvelle pour les États-Unis et l'Europe, c'est qu'on a encore tout l'or. Et je pense que, s'il y a une nouvelle conférence monétaire internationale, on aura de loin la plus grande voix. La Chine n'est pas transparente, ce qui fait que l'or chinois de 1000 tonnes est probablement plus proche de 4000 tonnes. Nous le saurons probablement dans un an, quand ils mettront à jour leurs chiffres. La Chine s'est donc offert un très grand siège à la table. Pour l'argent du monde entier, le M1 global, avec une garantie de 40%, on aura environ 7000 $ l'once d'or. C'est ce que le prix de l'or devrait être pour soutenir la masse monétaire sans déflation. 7000 $ est donc le prix de l'or sans déflation. Mais le scénario d'effondrement qui est aussi terrible semble le plus probable. Par une combinaison de vœux, de déni, de retard, d'incompréhension ou des statistiques faussées, le risque et la mauvaise politique vont probablement provoquer un effondrement. Auquel cas, la réponse prendra la forme d'ordre exécutif. Et dans ce cas, on aura probablement encore plus d'agitation sociale. Voici pourquoi. Nous avons de l'inflation et de la déflation en même temps, deux réalités opposées qui se produisent en même temps. La déflation est naturelle, c'est ce qui arrive dans une dépression à cause du désendettement. C'est quoi le désendettement? Eh bien, si vous avez des dettes et que vous avez également des actifs, que vous décidez de vendre vos actifs pour rembourser vos dettes, quand vous vendez vos actifs, ça a tendance à faire baisser le prix. Vous vendez et vous remboursez votre dette. Le scénario est que le prix baisse et vous entrez dans un cycle de déflation de la dette jusqu'à ce que vous ayez tout liquidé et que les prix touchent le fond. Et ce cycle peut durer très longtemps. Mais en s'opposant à ce que l'inflation provienne des choix politiques, ce qui se passe réellement, c'est que nous avons une sorte de déflation théorique de 5% et une inflation théorique de 5%. La déflation due au désendettement, l'inflation due à la politique. Et elles se poussent l'une contre l'autre et s'annulent. Et ce n'est pas stable. Vous avez ces deux forces et l'une d'entre elles va l'emporter. Elles vont se briser et elles peuvent se briser dans les deux sens. Il pourrait y avoir une inflation beaucoup plus rapide ou une déflation beaucoup plus grave. La politique monétaire peut-elle s'en sortir? Voici l'énoncé de base de la théorie de la quantité d'argent qu'on apprend en macroéconomie. L'équation est MV égale PQ. M est la quantité de monnaie. V, sa vitesse de circulation. P, le niveau des prix. Et Q est le volume des produits échangés au cours d'une période donnée. La vitesse ou encore la vélocité est juste la rotation de l'argent. Si je vais au bar ce soir, je laisse un pourboire d'1 € et le barman prend le pourboire et prend le taxi pour rentrer chez lui. Et le chauffeur de taxi prend la course et met de l'essence. Dans sa voiture, cet euro a une vélocité de 3, parce que 1 € a supporté 3 € de biens et de services. Le pourboire, le taxi et l'essence. Mais si je reste chez moi et ne dépense pas d'argent, mon argent a une vélocité de 0. En d'autres termes, si vous n'avez pas de vélocité, vous n'avez pas d'économie. Donc en gros, la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie, multipliée par la vélocité, c'est-à-dire la vitesse de circulation de l'argent, est égale au PIB nominal. La valeur brute en argent de tous les biens et services dans l'économie et le PIB nominal ont deux parties. Q, qui est le volume des produits échangés, et P, qui est l'indice des prix. Alors, inflation ou déflation? En réalité, c'est psychologique. Les leaders doivent essentiellement nous mentir. Ils doivent se livrer à de la propagande pour infléchir la courbe de vitesse afin de vous inciter à dépenser plus d'argent que vous le faites actuellement, de manière à obtenir la croissance nominale dont ils ont besoin pour rembourser les dettes. Alors, comment infléchir la courbe de vélocité? Quelle est la politique à suivre ici?
C'est un exercice de propagande. Ils ont deux outils. Le premier est le taux réel négatif, et on parle de taux réel négatif lorsque l'inflation est supérieure au taux nominal. C'est bien parce que si vous êtes un emprunteur, vous remboursez la banque en argent moins cher. En gros, c'est la banque qui vous paie pour être un emprunteur. C'est une incitation très puissante à pousser les gens à emprunter. L'autre chose qu'ils veulent faire est de délivrer un choc inflationniste. Si je vous promets 2% et que je vous livre 2%, il n'y a pas de changement de comportement. J'ai exactement répondu à vos attentes. Donc il n'y a aucune raison pour que vous changiez votre comportement. Mais pour changer votre comportement, ce que je dois faire, c'est vous mentir. Je dois vous dire 2% et vous livrer 3%. C'est donc un choc. Maintenant vous vous dites « Oh, l'inflation est hors de contrôle. Je ferais mieux d'aller acheter une maison, une voiture, n'importe quoi. » Cela change donc le comportement. Ce qui constitue une puissante incitation à emprunter et une puissante incitation à dépenser. Tout cela par le biais des taux réels négatifs. Et l'idée est de relancer la machine à emprunter, à prêter et à dépenser. D'essayer de ramener le PIB nominal à la tendance, de le rendre auto-entretenu par la politique du renflouement, de substituer le PIB réel au PIB nominal. C'est ce que la Banque centrale essaie de faire, et elle va échouer. Ensuite, lorsque vous les voyez échouer, il est très facile de prévoir la politique monétaire, car ils vont simplement en faire plus jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et pourquoi veulent-ils créer de l'inflation ? Quel est le problème avec une petite déflation ? Eh bien, voici ce qui ne va pas. C'est en fait le pire cauchemar des banquiers, du gouvernement. Vous savez, les prix montent, les prix descendent. Vous avez soit de la croissance ou de la décroissance. Cela semblerait être le processus économique normal. Mais la vision du gouvernement de l'inflation et de la déflation est asymétrique. Ils doivent produire de l'inflation. Ils ne peuvent pas supporter de la déflation. Et la raison est diabolique. Imaginez que vous avez 100 000 € par an et que votre patron vous donne une augmentation de 10 000 € et que les prix des produits augmentent ou restent constants, mais ils ne baissent pas. Donc, vous venez d'avoir une augmentation de 10 000 € de votre niveau de vie réel. Mais alors, le gouvernement arrive, il prend la moitié, il prend 5 000 et vous n'avez plus que 5 000 de plus. Maintenant, imaginez le cas inverse. Vous gagnez 100 000 par an et vous n'avez ni une augmentation ni une constance des prix. En fait, ici les prix baissent de 10% et vous avez la même augmentation de 10 000 € de votre niveau de vie. Votre salaire n'a pas changé, mais le prix de tout ce que vous avez acheté a baissé. Vous êtes donc mieux loti. Parce que maintenant, vous pouvez garder la totalité des 10 000 €, parce que le gouvernement ne sait pas comment taxer la déflation. Il ne sait pas comment taxer la baisse des prix. La déflation peut donc augmenter le niveau de vie réel des gens, mais les gouvernements ne l'autorisent pas, parce qu'ils ne peuvent pas la taxer. Elle détruit leurs recettes fiscales.